Il était presque minuit lorsque le millionnaire s'effondra devant les écrans et murmura « J'ai tout perdu ». La femme de ménage posa son chariot, regarda l'écran pendant 3 secondes et prononça une seule phrase à voix basse. Son destin bascula à cet instant. Les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres du 32 étage de la Tour Montaigne Corporate, comme si la nuit elle-même voulait être témoin de ce qui allait se produire. Il était presque minuit et le cœur financier de la capitale dormait déjà. Mais là-haut, au dernier étage exécutif, 2 vies qui ne s'étaient jamais vraiment croisées étaient sur le point de s'entrechoquer de la seule manière qui change le destin. En silence, sans témoin et avec la force tranquille des choses imprévues, Élise Bertrand Dubois poussa son chariot de service dans le couloir moquetté de l'étage exécutif, ses pas courts et précis qu'elle avait appris à donner au cours des dernières années de sa vie. Une femme d'âge mûr, aux gestes discrets et au regard intelligent, employée de nuit chez Aurore Service Intégré. Elle portait un petit sac à dos sur l'épaule où elle rangeait un thermos de café, une pomme et un épais livre à la couverture bleu foncé. Un livre qu'aucun autre membre de l'équipe de nettoyage n'emportait jamais avec lui. Un livre que si l'un des cadres de l'étage l'avait vu, il aurait retenu son souffle un instant, mais aucun d'entre eux ne l'avait jamais regardé assez longtemps pour noter le livre. C'était en réalité la première règle du 32 étage. La femme au chariot était invisible. Élise. La voix basse de Brigitte Lefebvre-Martin, chef d'équipe de nuit de l'entreprise de nettoyage, une femme âgée au parler sec, lui frôla l'oreille alors qu'elle passait. « N'oubliez pas le bureau du fond. Le directeur général est toujours là. Il y a près d'une demi-heure, il m'a demandé en interne de ne laisser personne entrer avant nouvel ordre. Quand il sortira, vous entrerez, ferez le nécessaire et partirez. Sans salutation, sans question. » « Oui, madame Brigitte. Et autre chose ?» La superviseure lui tint le coude un instant. « Je ne vous aime pas mal, Élise. Vous êtes arrivée dans mon équipe il y a un bon moment, et je ne comprends toujours pas ce que quelqu'un avec vos manières fait dans ce service. Mais vous faites bien votre travail et ici, cela vaut plus que n'importe quel diplôme. » Élise inclina à peine la tête, ne répondit pas. Il y avait longtemps qu'elle avait appris que les mots tus pèsent moins sur l'âme que les mots que l'on s'oblige à dire quand il ne faut rien dire. Brigitte s'éloigna vers l'ascenseur de service. Élise resta seule avec son chariot dans le couloir. Elle avança lentement. Elle commença par les salles de réunion au fond du couloir. Elle nettoya des tables de verre vides, des verres oubliés, des papiers froissés qu'aucun cadre n'avait pris la peine de déchirer avant de les jeter à la corbeille. Des papiers qu'Élise ne lisait jamais, bien que ses yeux, sans qu'elle le demande, eussent appris à reconnaître en une fraction de seconde si ce qu'elle voyait était un bilan trimestriel, un mémorandum interne ou un rapport d'exposition de portefeuille, car Élise Bertrand Dubois avait été, des années auparavant, une autre femme, une femme qui avait étudié la modélisation des risques et la détection d'anomalies dans les systèmes algorithmiques dans une grande école parisienne de prestige. Une femme qui avait travaillé sur un pupitre de négociation quantitative d'une institution financière reconnue internationalement, quand elle était encore jeune et que le monde semblait une carte ouverte. Une femme dont le père, M. Ézéchiel Bertrand Fournier, professeur universitaire de mathématiques appliquées, lui avait mis dans les mains sa première calculatrice scientifique avant sa première poupée, en lui disant avec la solennité des hommes qui aiment ce qu'ils enseignent « Ma fille, les nombres sont une langue. Apprends à l'écouter. Les gens mentent. Les nombres jamais. » Mais cette femme n'existait plus extérieurement. Elle avait été soigneusement emballée il y a très longtemps dans le cœur d'Élise, avec la photographie usée de Damien Girard Leclerc, le mari décédé dans un accident alors que leur fille Claire était encore petite et avec les années éternelles où cette fille malade avait exigé de sa mère chaque minute, chaque euro, chaque plan abandonné. Élise avait tout vendu. Elle avait quitté sa carrière, disparu du monde professionnel. Elle avait sauvé Claire. Aujourd'hui, Claire étudiait la médecine, brillait comme une jeune promesse, et n'avait pas la moindre idée de l'ampleur exacte de ce que sa mère avait silencieusement mis sur la table pour qu'elle puisse se relever. Et Élise, désormais dans la maturité, sans CV récent, sans réseau, sans le temps de tout reconstruire à zéro, avait accepté le travail à la Tour Montaigne parce que c'était le travail disponible et parce que le service de nuit lui permettait de lire à l'aube. C'était son histoire, une histoire que personne à cet étage ne connaissait. Jusqu'à cette nuit, Élise tourna le coin du couloir et s'arrêta. La porte du bureau principal de Halcyon Capital Partners était entr'ouverte. La lumière à l'intérieur était étrange, pas la lumière blanche habituelle des plafonniers, mais le reflet changeant, presque violent, de plusieurs écrans qui clignotaient simultanément. Et au milieu de cette lueur irrégulière, elle entendit un son qui la glaça de l'intérieur, un sanglot, pas fort, pas strident, le sanglot contenu, lent, presque honteux, d'un homme adulte qui l'avait gardé longtemps
et qui se permettait enfin de le laisser échapper quand il croyait que personne ne l'écoutait. Élise resta très immobile, regarda le chariot, regarda la porte, se souvint de l'instruction de Brigitte. « Faites le nécessaire et partez ». La chose juste à faire à ce moment-là était de reculer, de passer ce bureau, de le nettoyer le lendemain matin. Personne ne le saurait. Mais alors, de l'intérieur du bureau, une voix masculine et brisée, presque un murmure, prononça à voix haute une phrase qu'Élise entendit avec la netteté d'un coup. « J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» Élise déglutit, posa ses deux mains sur le bord du chariot, et à cet instant, la femme qui avait passé des années à cacher l'autre femme en elle, l'analyste qui avait appris à lire les nombres quand elle était encore une enfant, entendit quelque chose qui la surprit encore plus que le sanglot. Elle entendit, venant de l'intérieur du bureau, le son incomparable d'une alerte sonore répétitive. Cette alerte avait un schéma très spécifique. 3 tonalités courtes, une pause, 3 tonalités courtes. C'était un code d'alerte de système de trading, et ce n'était pas n'importe quelle alerte, c'était une alerte d'exécution hors paramètre, le type d'avis qu'un système n'émet que lorsqu'il détecte que ses propres ordres sont traités par quelque chose de différent de sa logique originale, quelque chose qu'Élise avait étudié en profondeur des années auparavant, quelque chose sur lequel elle avait écrit sa thèse, quelque chose dont la signature sonore était inoubliable pour quiconque avait travaillé sur des pupitres quantitatifs sérieux. Élise s'approcha d'un pas de la porte. Le sanglot avait cessé. À l'intérieur, l'homme respirait lourdement. Élise hésita. Elle allait passer son chemin. Elle allait respecter la douleur d'autrui. Mais alors, le schéma sonore de l'alerte changea légèrement. Une variation minimale, presque imperceptible pour une oreille non entraînée. Et cette variation dit à Élise, en une fraction de seconde quelque chose, qui la laissa figée dans le couloir. Cette alerte ne réagissait pas à un effondrement réel du marché. Elle réagissait à un schéma d'exécution interne. Ce n'était pas une crise. Cela, si son oreille d'antan ne la trompait pas, était une manipulation en cours. Élise frappa doucement à la porte avec ses phalanges. Une fois lentement, presque en s'excusant. La voix de l'intérieur répondit d'un ton fatigué, presque vaincu. « J'ai dit à la superviseure de ne laisser personne entrer. Excusez-moi, monsieur. » La voix d'Élise sortit ferme, contrôlée. « Je suis du service de nettoyage. Si monsieur préfère, je passerai plus tard. Je voulais juste vous prévenir que je suis ici. » Il y eut un long silence. Puis la voix de l'intérieur, presque sans force. « Passez. De toute façon, plus rien n'importe. » Élise poussa doucement la porte, et ce qu'elle vit de l'autre côté lui confirma toutes ses suspicions. Antoine Moreau-Beaumont, fondateur et directeur général de Halcyon Capital Partners, homme mûr et à succès, habitué à n'avoir besoin de personne, était assis dans le fauteuil exécutif en cuir derrière le bureau en verre. Sa cravate était lâche, les poignets de sa chemise défaits et sa main droite serrée contre sa tempe. Devant lui, les 3 grands moniteurs affichaient des graphiques rouges descendants avec une violence qui semblait conçue pour détruire la volonté de quiconque les regardait. Et sur le plus petit écran à droite, un message en majuscules clignotait à intervalles réguliers. Défalance système, exécutions hors paramètres, intervention requise. Antoine leva à peine les yeux quand Élise entra. Ses yeux étaient rougis, mais il ne la vit pas. Il la regarda sans la voir, comme on regarde un meuble qui entre dans la pièce. « Nettoyez vite !» murmura-t-il, et il se serra à nouveau la tempe avec la main. Élise hocha la tête. Elle commença à vider la corbeille, passa le chiffon sur le bord du bureau. Ses yeux, cependant, faisaient autre chose que ses mains. Ses yeux, pendant les quelques secondes qu'il lui fallut pour traverser la pièce, scannèrent les 3 grands moniteurs de la table avec la vitesse et la précision que seules des années de pupitre de négociation permettent d'acquérir. Ce qu'elle vit sur l'écran central la fit s'arrêter. 3 secondes s'étaient écoulées. À peine 3. Mais en ces 3 secondes, Élise Bertrand-Dubois vit ce qu'aucun des analystes payés des fortunes à cet étage n'avait réussi à voir en des heures de panique. Elle vit le schéma, elle vit la signature, elle vit l'empreinte incomparable de quelque chose que l'on enseigne dans les salles de modélisation des risques et que presque personne n'apprend vraiment parce que cela exige de la patience, de l'intuition et un père mathématicien qui vous apprend à écouter les nombres depuis l'enfance. C'étaient des exécutions fantômes. Elles drainaient des positions du fond à une vitesse que l'œil humain ne pouvait pas détecter, mais qu'un système bien entraîné pouvait enregistrer comme une anomalie. Et le schéma des anomalies ne correspondait pas à un effondrement externe du marché, il correspondait à une séquence interne. Cet homme détruit n'était pas ruiné par le marché, il était ruiné par quelqu'un de l'intérieur. Élise se redressa lentement, serra le chiffon contre le côté du chariot, regarda Antoine, regarda l'écran, regarda Antoine à nouveau, et pour la première fois depuis des années, elle entendit en elle la voix de son père, Monsieur Ézéchiel, lui disant « Ma fille, les nombres ne mentent jamais, mais parfois ils crient. Et quand ils crient, il faut parler. »
Elle inspira profondément, posa une main sur le bord de la table et dit à voix basse, presque en s'excusant d'avance, une seule phrase. « Excusez-moi de m'immiscer, monsieur, mais cet écran ne vous montre pas une défaillance du marché, il vous montre des exécutions internes anormales. Si vous n'arrêtez pas ce système dans les prochaines minutes, vous perdrez encore plus, et non pas à cause du marché. » Antoine Moreau-Beaumont leva à peine la tête, et pour la première fois cette nuit-là, il regarda la femme au chariot dans les yeux. Vraiment, le silence qui suivit la phrase d'Élise fut un de ces silences qui pèsent plus que n'importe quel cri. Antoine Moreau-Beaumont la regarda sans ciller, la main toujours posée sur sa tempe, comme si son cerveau essayait de traiter quelque chose qui ne correspondait à aucune des catégories qu'il avait utilisées toute sa vie d'adulte. La femme qui nettoyait son bureau venait de lui dire en une seule phrase 2 choses qu'il n'avait pas été capable de déchiffrer en 4 heures de panique avec ses analystes les plus chers. Premièrement, que ce n'était pas une défaillance. Deuxièmement, que ce n'était pas le marché. Antoine baissa la main de sa tempe, se redressa lentement dans le fauteuil et pour la première fois de la soirée, sa voix sortit sans trembler. « Qu'avez-vous dit ?» Élise serra le chiffon contre le bord du chariot. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine avec une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Une partie d'elle, la femme prudente, la femme qui avait appris à disparaître pendant toute une décennie, lui criait de s'excuser, de dire qu'elle s'était trompée, de retourner à son chariot et de nettoyer la salle suivante. Mais l'autre partie d'elle, la vieille voix de son père Ézéchiel, lui disant « Ma fille, quand les nombres crient, il faut parler », soutint le regard de l'homme au bureau. « Je vous ai dit, monsieur, que cet écran ne vous montre pas une défaillance du système. Il vous montre des exécutions internes anormales. Et si vous n'arrêtez pas le moteur algorithmique dans les prochaines minutes, vous continuerez à perdre des positions, même si le marché ferme. » Antoine resta silencieux. Ses yeux rougis un instant auparavant étaient maintenant complètement éveillés, comme si quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau froide sur la tête. « Comment savez-vous ce que je regarde ?» Élise hésita, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Ce seuil avait été franchi à la seconde où elle avait décidé de parler, et en elle quelque chose qui sommeillait depuis des années commençait à se réveiller comme une bête douce, mais ferme. « Monsieur, regardez la colonne de droite sur l'écran central, la colonne où sont listées les dernières exécutions par milliseconde. Vous la voyez ? Je la vois. Remarquez l'intervalle entre chaque opération. Les normales ont une variation naturelle. Les vôtres, ces dernières minutes, ont une régularité qui n'est ni humaine, ni celle du marché. Chaque certain nombre d'opérations légitimes apparaît une opération qui ne correspond pas à la logique des précédentes. C'est un schéma. Et les schémas, monsieur, ne se génèrent pas seuls. Quelqu'un les programme. Antoine tourna sa chaise vers l'écran central, se pencha en avant, et pour la première fois de la nuit, il regarda les données comme il aurait dû les regarder depuis le début. Non pas avec la panique de celui qui croit qu'il est en train de perdre, mais avec l'œil froid de celui qui commence à soupçonner qu'il est en train d'être volé. 20 secondes passèrent. 30. Élise ne bougea pas. Quand Antoine se tourna de nouveau vers elle, son visage avait changé. Ce n'était plus le visage de l'homme effondré d'il y a quelques minutes. C'était le visage d'un chasseur qui vient de sentir sa proie. « Vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame. Toutes les 43 opérations, il y en a une qui ne répond pas à l'algorithme principal. Toutes les 43, exactement. Mon système ne programme pas ainsi. Mon système ne pense pas ainsi. Ce n'est pas mon système. » Élise hocha la tête. « Éteignez le moteur, monsieur, avant de continuer à parler. Éteignez-le. Chaque minute que ce code continue de tourner est de votre argent qui s'en va vers un endroit que vous n'avez pas décidé. » Antoine hésita un instant, puis il tendit la main vers le clavier. Ses doigts volèrent sur les touches avec la précision d'un homme qui connaissait chaque raccourci de ce logiciel par cœur. 3 commandes, un mot de passe, une confirmation. L'écran central clignota 2 fois, et alors, avec un son doux, presque un soupir, le moteur algorithmique du fonds Alcyon Capital Partners s'arrêta. Le silence du bureau devint absolu. Antoine se laissa tomber dans le fauteuil, ferma les yeux. Un instant, Élise pensa que l'homme allait s'effondrer à nouveau, mais quand il les ouvrit, l'expression qu'il avait été nouvelle. C'était l'expression de quelqu'un qui comprenait, en une fraction de seconde, qu'il avait été sur le point de perdre beaucoup plus que ce qu'il croyait déjà avoir perdu. « Madame » dit-il d'une voix lente d'homme qui a peur de se tromper au prochain mot. « Dites-moi votre nom. Élise Bertrand Dubois, monsieur. Et dites-moi, madame Élise, comment savez-vous ce que vous savez ?» Élise baissa les yeux un instant, puis les leva de nouveau. Elle sentit les années de silence lui monter à la gorge, comme une rivière qui avait enfin trouvé par où sortir. Parce qu'il y a de nombreuses années, monsieur, avant de commencer à pousser ce chariot, j'ai travaillé sur un pupitre de négociation quantitative. J'ai un master en modélisation des risques et détection d'anomalies d'une grande école européenne.
Ma thèse portait précisément sur la signature statistique des manipulations algorithmiques internes dans les systèmes de trading. Antoine Moreau-Beaumont resta sans voix. Lentement, presque involontairement, ses yeux voyagèrent du visage d'Élise au chariot de nettoyage. De là au petit sac à dos qu'elle portait sur l'épaule. De là au contour à peine visible d'un épais livre à couverture bleu foncé qui dépassait du sac à dos. « Puis-je voir quel livre vous avez là, madame ?» Élise hésita à peine une seconde, puis ouvrit son sac à dos, sortit le livre, le posa sur le bureau devant Antoine. C'était un livre technique de modélisation mathématique financière, édition avancée en langue originale, avec des annotations au crayon dans les marges et des passages soulignés précis dans chaque chapitre. Le genre de livre qu'aucun membre de l'équipe de nettoyage de l'histoire n'aurait jamais emporté dans un sac à dos à 23 heures. Le genre de livre que seul lit, après de nombreuses années hors du métier, quelqu'un qui n'a pas cessé d'appartenir au métier, même si le métier l'a mise de côté. Antoine passa le bout de ses doigts sur la couverture, puis il regarda Élise avec un mélange d'incrédulité et de respect qu'elle n'avait pas reçu depuis très longtemps. « Madame Bertrand, vous ne devriez pas nettoyer cet étage. Vous devriez être assise au-dessus avec un poste et gagner ce que gagnent les analystes qui n'ont pas été capables de voir en 4 heures ce que vous avez vu en 3 secondes. La vie a ses raisons, monsieur. » Antoine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la ville nocturne pendant un long moment. Quand il se tourna de nouveau vers elle, il y avait dans ses yeux une détermination nouvelle. « Madame Élise, ce que vous venez de faire m'a probablement sauvé une énorme partie de mon fonds. Mais ce qui arrive maintenant est pire. Bien pire. Parce que si ce que vous dites est vrai, quelqu'un de ma propre entreprise, quelqu'un ayant accès au moteur algorithmique, est en train de manipuler le mécanisme. Et si elle le manipule cette nuit, c'est que quelqu'un a planifié cette nuit. C'est que quelqu'un savait que j'allais rester seul dans le bureau. C'est que quelqu'un voulait que le fonds se réveille demain dans une situation si grave qu'il n'y aurait pas de retour. Élise écouta chaque mot avec le même silence respectueux avec lequel son père Ézéchiel lui avait appris à écouter ses professeurs quand elle était enfant. « Monsieur, qui dans votre entreprise a accès au moteur algorithmique ?» Antoine y pensa à peine une seconde. La réponse lui vint rapidement, presque automatiquement, mais teintée d'une ombre qu'elle reconnut aussitôt. L'ombre de l'homme qui vient de comprendre trop tard une vérité qu'il avait sous les yeux depuis longtemps. Seulement 2 personnes au monde, madame, moi et mon associé fondateur, Vincent Delacroix-Salignac. Le nom resta suspendu dans le bureau comme une sentence. Élise ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Le visage d'Antoine Moreau-Beaumont disait tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. L'homme se porta une main au front, s'appuya contre la vitre du bureau, et un instant, il fut à nouveau l'homme effondré d'une demi-heure auparavant. Mais cette fois, la différence était énorme. Cette fois, il n'était plus effondré par une perte qu'il ne comprenait pas. Il était effondré par une trahison qu'il commençait à peine à comprendre. « Vincent », murmura-t-il. « Vincent, avec moi depuis le premier jour. Vincent qui était aux funérailles de mon père. Vincent qui a signé avec moi le premier contrat de constitution du fonds alors que nous n'étions que 2 jeunes sans rien. Vincent, Élise garda le silence. Antoine leva le visage. Ses yeux, maintenant complètement secs, avaient la fermeté froide d'un homme qui commence à calculer les conséquences en temps réel. « Madame Élise, j'ai besoin de vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement, car ce que vous déciderez dans les prochaines minutes changera de nombreuses vies, y compris la mienne. Et si vous acceptez, la vôtre aussi. J'écoute, monsieur. J'ai besoin que vous restiez ici cette nuit avec moi. J'ai besoin que vous m'aidiez à documenter le schéma que vous avez détecté. Chaque opération, chaque milliseconde, chaque empreinte. J'ai besoin de construire avant l'aube une preuve technique suffisamment solide pour que demain je puisse affronter Vincent avec des preuves et non des soupçons. Et j'ai besoin de le faire avec quelqu'un qui comprend ce qu'il regarde. Et dans cet immeuble cette nuit, la seule personne qui comprend ce qu'il regarde, c'est vous. » Élise sentit le sang lui monter aux joues. Non pas par fierté, par peur, par la conscience soudaine que ce seuil, une fois franchi, n'avait pas de retour en arrière. Si elle disait oui, sa vie tranquille de service de nuit et de matinée de lecture allait prendre fin cette nuit-là. Et si elle disait non, elle allait se terminer aussi, mais avec la culpabilité éternelle d'avoir vu ce qu'elle avait vu et de n'avoir rien fait. Elle pensa à Claire, à sa fille qui étudiait la médecine, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour que cette fille arrive là où elle était arrivée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Élise comprit que le sacrifice qu'elle avait fait n'avait pas été de se cacher pour toujours. Il avait été d'attendre le moment exact où la vie lui demanderait de redevenir la femme qu'elle avait été. Ce moment était cette nuit. « J'accepte, monsieur. » Antoine inclina la tête avec un respect qu'il n'avait montré à presque personne depuis de nombreuses années. « Une seule condition de ma part, madame. Dites-moi. Si cette nuit nous parvenons à construire la preuve et que demain je peux affronter Vincent avec des preuves,
Vous ne pousserez plus jamais un chariot dans cet immeuble. Non pas parce que pousser des chariots est insignifiant, mais parce que pousser des chariots n'est pas votre place. Votre place est ce que vous venez de faire il y a 4 minutes. Élise ne répondit pas. Elle hocha juste à peine la tête, les yeux brillants. Antoine marcha jusqu'à son bureau, décrocha le téléphone interne, composa 3 chiffres. Il attendit. « Monsieur Prosper, c'est Antoine Moreau. J'ai besoin d'une faveur. La dame du service de nettoyage qui est à mon étage ce soir, Élise Bertrand, va rester avec moi dans le bureau jusqu'à l'aube pour travailler sur une urgence opérationnelle. Veuillez informer Brigitte Lefebvre que j'assume personnellement toutes les conséquences administratives de cette décision et je vous demande une discrétion absolue. Personne ne doit savoir que cette dame était à cet étage cette nuit. Puis-je compter sur vous ?» De l'autre côté de la ligne, la voix vieille et ferme de M. Prosper Duval, l'ancien portier de la tour qui connaissait Élise depuis le premier jour où elle avait traversé le hall, répondit d'un seul mot « Comptez sur moi ». Antoine raccrocha. Il se tourna vers Élise avec un petit sourire, presque enfantin, le premier sourire réel qu'elle lui voyait de la soirée. « Monsieur Prosper vous aime bien, madame. Je l'ai entendu dans sa voix. Depuis combien d'années traversez-vous ce hall ?»« Depuis de nombreuses années, monsieur. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose. Monsieur Prosper m'a dit, il y a quelque temps qu'il y avait dans mon immeuble une femme du service de nettoyage qui portait toujours un livre. Je me suis moqué. Je lui ai dit qu'il inventait des histoires. Je demande pardon à la vie cette nuit, madame. Monsieur Prosper voyait quelque chose que je ne voyais pas. Et à partir de demain, je vous assure, je vais apprendre à voir ce qu'il voit. » Élise sourit pour la première fois depuis de nombreuses nuits. Un sourire petit, fatigué, magnifique. Commençons, Antoine. Et ensemble, le millionnaire effondré et la femme de ménage invisible s'assirent devant les écrans du fonds Alcyon Capital Partenaire pour reconstruire, milliseconde par milliseconde, la signature d'un homme qui se croyait intouchable. Le bureau du 32 étages fut baigné d'une lumière différente à partir de cette décision. Antoine Moreau-Beaumont éteignit les plafonniers et ne laissa allumer que la lampe de table. Les écrans, maintenant avec le moteur algorithmique arrêté, ne clignotaient plus du rouge agressif de la défaillance précédente. Ils montraient des lignes statiques figées dans le temps, attendant que 2 personnes les lisent avec patience. Élise Bertrand Dubois s'assit devant le moniteur central, posa ses mains sur le bureau. Pendant une seconde, avant de commencer, elle laissa ses doigts sentir le verre froid. Il y avait si longtemps que ses mains n'avaient pas touché un tel bureau. Il y avait si longtemps que ses yeux n'avaient pas regardé un écran, avec la responsabilité de déchiffrer quelque chose qui pesait des millions. Antoine approcha une autre chaise, s'assit à côté d'elle, lui tendit un carnet neuf et un stylo. « Madame Élise, je vais opérer le système. Vous me dites quoi chercher et où regarder. Nous prenons note de chaque anomalie, chaque trace, chaque milliseconde. Nous devons construire avant l'aube une séquence si claire que tout expert indépendant qui la regardera demain n'aura aucune marge de doute. »« D'accord, monsieur. Et s'il vous plaît ?» Antoine baissa la voix. « Arrêtez de m'appeler monsieur. Ce soir dans ce bureau, nous sommes 2 personnes faisant le même travail. Appelez-moi Antoine. » Élise hésita un instant, puis elle hocha à peine la tête. « Antoine. » Ils commencèrent par la période la plus récente, les dernières heures d'opération. Élise demanda qu'il extrait le journal des exécutions par milliseconde et le croise avec le journal de l'algorithme principal. Antoine tapa des commandes avec la vitesse d'un homme qui connaissait ce système depuis des années. Des milliers de lignes de code apparurent dans une fenêtre latérale. Élise parcourut les premières du regard, puis se pencha en avant. Ici, regardez ce bloc. L'exécution 43 est marquée comme automatique interne. Mais le hachage d'origine ne correspond pas au hachage de votre algorithme. C'est un identifiant qui semble le vôtre, mais ne l'est pas. Il est déguisé. Déguisé comme Élise. Celui qui a programmé cela, Antoine, n'a pas voulu cacher l'opération. Cela aurait déclenché des alertes. Il a voulu qu'elle ressemble à une opération légitime de votre système, mais avec une signature technique différente qui laisserait une porte de sortie vers un autre endroit. L'esthétique du code est la vôtre. La syntaxe interne est d'une autre main. Antoine resta devant l'écran pendant un long moment, puis il secoua lentement la tête. Vincent sait écrire du code comme ça. Vincent était programmeur avant d'être associé. Vincent connaît mon algorithme ligne par ligne parce que nous l'avons construit ensemble. Je suis désolé, Antoine. Le millionnaire inspira profondément. Il ne parla pas pendant 1 minute entière. Quand il le fit finalement, sa voix était sereine, presque professionnelle. Il avait décidé en silence de laisser la douleur pour plus tard. Cette nuit-là, il n'y avait de place que pour la précision. Continuons. Je dois voir jusqu'où cela remonte dans le temps. Élise lui demanda de reculer par blocs. Ils cherchèrent le même schéma dans les opérations de la veille. Ils le trouvèrent. Dans celle de la semaine précédente, ils le trouvèrent.
dans celle du mois précédent aussi. Toutes les 43 opérations légitimes, une opération fantôme drainant une petite partie du profit vers une destination masquée. Une partie si petite dans chaque opération individuelle qu'aucune analyse superficielle ne l'aurait détectée. Mais accumulée pendant des mois, c'était une fortune. Antoine se porta une main au visage quand Élise lui montra la somme estimée par extrapolation. Nous saignons depuis des mois. Je ne m'en suis pas rendu compte. Personne ne s'en rendrait compte au premier abord, Antoine. C'est conçu pour ne pas être vu. Ce soir, c'était un pic. Quelque chose a accéléré la fréquence aujourd'hui. Si cela n'avait pas été cette nuit, dans quelques jours, l'hémorragie aurait été visible même pour une analyse grossière, et cela aurait déclenché toutes les alarmes. Pourquoi a-t-elle accéléré aujourd'hui? Élise y pensa un instant, et quand elle parla, sa voix avait la fermeté froide des analystes de pupitre, parce que quelqu'un voulait que le fonds se réveille demain dans une situation si grave, que le conseil d'administration serait forcé de prendre des décisions d'urgence. Probablement vendre des positions à prix cassé, probablement offrir des participations à un acheteur externe qui attendrait déjà. Antoine hocha lentement la tête. Vincent a des réunions depuis des mois avec un groupe d'investisseurs asiatiques qui font pression depuis longtemps pour entrer dans mon fonds. J'ai toujours dit non, c'est la réponse. Alors Antoine se tut, puis il prit le téléphone interne du bureau. Il composa un numéro direct. « Catherine, c'est Antoine Moreau, excuse-moi l'heure, mais j'ai besoin que tu viennes à l'immeuble maintenant. » « Oui, cette nuit même. »« Non, ce n'est pas pour une facture, c'est grave. Pénal. Je t'expliquerai quand tu arriveras. Apporte ton ordinateur et un enregistreur. »« Oui, merci. » Il raccrocha. Il regarda Élise. « Catherine Dubois-Ronsard, mon avocate pénaliste, jeune, brillante, spécialiste des délits financiers. Si je dois affronter Vincent demain, je ne le ferai pas seul et je ne le ferai pas sans documents légalement constitués. » C'est bien. Pendant qu'ils attendaient Catherine, Antoine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, resta à regarder la ville nocturne pendant un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était différente. Non pas la voix du directeur de fonds, mais la voix de l'homme derrière ce poste. « Élise, puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Demandez. Pourquoi avez-vous abandonné votre carrière ?» Élise posa le carnet sur le bureau. Elle se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, regarda le reflet de la lampe sur la vitre du bureau, et pour la première fois depuis de très nombreuses années, elle raconta à un autre être humain ce qu'elle ne racontait presque jamais. Elle raconta l'accident qui avait emporté Damien, alors que Claire était encore une petite fille qui commençait à peine à parler. Elle raconta le diagnostic médical qui arriva quelques mois plus tard et qui changea tout. Elle raconta les années où la vie se réduisit à un hôpital, une pharmacie, une salle d'attente. Elle raconta comment elle avait vendu l'appartement, la voiture, les livres, les montres, tout, sauf les livres techniques, parce que c'était la seule chose que son père lui avait laissée, et parce que quelque chose en elle savait qu'elle en aurait besoin un jour à nouveau. Elle raconta l'année où Claire se leva enfin du lit et retourna à l'école, et l'année où Claire entra à l'université pour étudier la médecine. Et comment, quand Élise tenta de revenir sur le marché professionnel, elle découvrit que le monde avait continué sans elle, que son CV datait d'une autre décennie, que les portes étaient fermées, et que le seul travail qu'elle trouva fut celui du service de nuit chez Aurore Service Intégré. Et me voilà, Antoine, poussant un chariot dans votre immeuble. Antoine se retourna de la fenêtre. Ses yeux étaient brillants. Élise, Claire ne sait rien de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Elle sait juste ce qu'il faut. Elle sait que j'ai travaillé dans la finance avant, elle sait que j'ai quitté ma carrière pour m'occuper d'elle, elle ne connaît pas l'ampleur, et je ne veux pas qu'elle le sache jamais. Les filles n'ont pas à porter le poids des sacrifices de leur mère, Antoine. Je l'ai appris quand j'ai perdu mon propre père. Antoine baissa la tête. Je n'ai pas compris mon père à temps. Quand il est décédé, j'étais trop occupé à construire ce fonds. Je ne suis pas allé à l'hôpital les derniers jours. Vincent, lui, y est allé. Vincent était là quand je n'y étais pas. Et mon père, avant de mourir, m'a fait promettre de veiller sur Vincent. Il m'a dit que ce jeune homme était loyal, qu'il le traitait comme un fils. Il fit une pause. Cette nuit, Élise, en plus de découvrir que mon associé m'a volé, j'ai découvert que mon père s'était trompé en jugeant un homme, et cela me fait plus mal que la perte d'argent. Élise ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était douce. « Antoine, votre père ne s'est pas trompé en jugeant Vincent. Il l'a jugé pour le jeune homme qu'il était alors. Les gens changent, parfois pour le mieux, parfois non. Votre père l'a aimé pour ce qu'il a vu. Ne le blâmez pas pour ce qu'il n'a pas pu prévoir. » Antoine se porta une main aux yeux. Il hocha lentement la tête. Il ne dit rien pendant un moment. Catherine Dubois-Ronsard arriva au bureau près d'une heure plus tard. Jeune femme, au pas ferme, tailleur sobre, sac à dos professionnel sur l'épaule. Antoine fit les présentations. Catherine serra la main d'Élise avec un respect qui n'était pas de courtoisie, mais de reconnaissance technique immédiate. Antoine lui avait expliqué par téléphone
qui était la femme assise à ses côtés. « Madame Bertrand, c'est un plaisir. Antoine m'a parlé de votre parcours. Nous allons travailler ensemble cette nuit. J'ai besoin que vous m'expliquiez en termes légalement utilisables ce que vous avez découvert et comment vous le prouvez. Ce qu'il vous faudra, maître. » Les trois travaillèrent sans relâche pendant les heures suivantes. Élise expliquait le schéma technique. Catherine le traduisait en langage juridique. Antoine signait chaque document qui était prêt, autorisant Catherine à agir en tant que représentante légale du fonds pour ce qui allait suivre. Avant l'aube, ils avaient déjà un dossier technique légal solide. Un acte notarié prêt à être signé par un notaire ami de Catherine qui arriverait au petit matin et un plan d'action pour le lendemain matin. « Antoine, écoutez-moi bien. » Catherine s'était assise sur le bord du bureau. « Demain, quand Vincent arrivera, vous ne l'affrontez pas seul. Je vous accompagne. » Madame Bertrand reste en dehors du bureau, dans une salle annexe, avec tout le matériel à portée de vue. Si Vincent tente de nier, nous appelons Madame Bertrand et lui demandons d'expliquer le schéma devant lui. Si Vincent tente de l'attaquer personnellement en remettant en question sa crédibilité, nous lui montrons son curriculum vitae académique que nous avons déjà commencé à documenter cette nuit. Vincent ne sortira pas de ce bureau demain en étant le même homme qu'il est entré. Antoine hocha la tête. Et une chose de plus, Catherine, quand cela sera terminé, je veux que Madame Bertrand ait un poste dans mon fonds. Le poste qui lui revient, non pas celui qui entre dans un organigramme existant, un nouveau, sur mesure. Catherine sourit. Nous en discuterons demain, Antoine. Les premières lumières de l'aube commencèrent à colorer le ciel derrière la fenêtre panoramique. Élise se leva, étira ses bras. Il y avait de très nombreuses années qu'elle n'avait pas ressenti la fatigue d'une nuit de travail intellectuel intense. C'était une fatigue différente de celle de pousser un chariot pendant 8 heures. C'était une fatigue qu'elle avait oublié qu'elle existait et qui, pour la première fois depuis longtemps, avait un goût agréable. Catherine rangea son ordinateur. Elle pliait les derniers papiers lorsque des pas se firent entendre depuis le couloir extérieur, des pas fermes, connus, de chaussures coûteuses sur la moquette. Antoine resta très immobile, regarda Catherine, regarda Élise, et dit à voix basse « C'est lui, il est arrivé en avance ». La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sur le seuil, vêtu d'un costume impeccable, et tenant à la main un café en carton fumant, apparut Vincent Delacroix-Salignac. Il sourit en voyant Antoine assis dans le fauteuil. Un sourire large, facile, complice, le sourire du frère de toujours. Mais le sourire se figea sur son visage lorsqu'il remarqua les 2 femmes présentes dans le bureau, une avocate qu'il connaissait bien, et une femme de ménage qu'il n'avait jamais regardée avec attention depuis des années. « Antoine, qu'est-ce que c'est ?» Antoine ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement du fauteuil, arrangea sa veste, et soutint le regard de l'homme qui avait été aux funérailles de son père, de l'homme qui avait signé avec lui le premier contrat du fonds, de l'homme qui avait drainé pendant des mois ce qu'ils avaient tous deux construit. « Ceci, Vincent, est ce à quoi tu ne t'attendais pas cette nuit. » Le silence qui suivit la phrase d'Antoine fut un de ces silences qui séparent la vie en deux. Vincent Delacroix-Salignac resta immobile sur le seuil, le café en carton toujours fumant à la main. Ses yeux, habiles à lire les marchés, mais entraînés pendant des années à ne pas lire la personne en face de lui, firent la seule chose qu'ils ne devaient pas faire à ce moment-là. Ils parcoururent le bureau, virent les écrans avec des lignes statiques, virent le carnet ouvert sur le bureau avec des annotations techniques qu'ils reconnurent instantanément, virent Catherine Dubois-Ronsard fermant la fermeture éclair de son ordinateur, virent la femme au chariot de nettoyage debout près du moniteur central, sans uniforme de travail dans les mains, sans chiffon, sans balai, juste debout, les bras croisés sur la poitrine, le regardant comme aucun membre du service n'avait jamais regardé personne. Vincent sourit à nouveau, mais cette fois le sourire était tordu. « Antoine, que se passe-t-il ici ? Que fait une employée de nettoyage à une réunion avec ton avocate à 6 heures du matin ?» Antoine marcha lentement jusqu'au bureau. Il posa ses mains sur le verre. Il regarda son associé pendant un long moment avant de parler. Quand il le fit finalement, sa voix était contrôlée, presque sereine. Mais à l'intérieur, Élise sentit que chaque mot déchirait le millionnaire de l'intérieur comme un couteau lent. « Vincent, assieds-toi, s'il te plaît. »« Antoine, dis-moi ce qui se passe. Assieds-toi. » Vincent hésita un instant. Puis il posa le café sur la petite table de l'entrée, arrangea sa veste, marcha jusqu'à la chaise devant le bureau et s'assit. Mais son langage corporel avait complètement changé. Les jambes croisées avec tension, les mains serrées sur les cuisses, les yeux sautant d'Antoine à Catherine à Élise et revenant à Antoine. Catherine ouvrit son ordinateur. Antoine prit le carnet. Élise resta debout près du moniteur central en silence. Vincent. La voix d'Antoine était douce, presque paternelle, comme quelqu'un qui parle à un fils qui va recevoir une vérité que personne ne peut plus adoucir. Hier soir,
Quand tu es parti du bureau à 19h30 en me disant que tu avais un dîner de famille, je suis resté ici tard. Tu sais comment je suis. Quand quelque chose ne me convient pas, je reste jusqu'à comprendre. Et hier soir, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Cela faisait des semaines que ça ne me convenait pas. Antoine, laisse-moi finir. Hier soir, le système m'a montré une alerte que je n'ai pas comprise. J'ai appelé Théo, il n'a pas répondu. J'ai appelé l'équipe de support technique, non plus. Je suis resté seul devant les écrans, regardant le fond se vider, sans que je comprenne pourquoi. Et à un moment donné, je me suis effondré, Vincent. J'ai pleuré devant l'écran comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon père. J'ai pensé que j'avais tout perdu. Vincent ouvrit la bouche pour parler. Antoine leva une main, et alors entra dans le bureau Madame Élise Bertrand-Dubois. Elle est du service de nettoyage de nuit de l'immeuble. Et elle m'a dit en une seule phrase que ce que je voyais sur l'écran n'était pas une défaillance du marché, que c'était une manipulation interne. Vincent tourna lentement la tête vers Élise. Il la regarda avec une expression qui n'était plus celle d'un associé surpris. C'était le regard de l'homme qui comprend, en une fraction de seconde, que la pièce qu'il avait écartée comme insignifiante était celle qui allait lui coûter tout l'échiquier. « Antoine, c'est absurde. Une femme de ménage ne peut pas savoir. » « Vincent. » La voix d'Antoine baissa d'un ton. « Madame Bertrand a un master en modélisation des risques et détection d'anomalies d'une grande école européenne. Sa thèse portait précisément sur la signature statistique des manipulations algorithmiques internes. Elle a travaillé des années sur un pupitre quantitatif de prestige international avant de se retirer pour des raisons personnelles. En 3 secondes, elle a vu sur mon écran ce qu'aucun de nos analystes n'avait vu en 4 heures. Et nous avons passé toute la nuit, elle, moi et Catherine, à reconstituer la signature du schéma. Vincent déglutit. Et la signature du schéma. Vincent, porte ta main. Chaque ligne de code supplémentaire a été écrite par quelqu'un qui connaît mon algorithme principal par cœur. Chaque opération fantôme sort par une route masquée que seules 2 personnes au monde connaissent. Moi et toi. Et ce n'est pas moi. Antoine, écoute-moi. Nous saignons depuis des mois, Vincent. Toutes les 43 opérations légitimes, une opération fantôme drainant une fraction vers une structure parallèle. Une fraction si petite qu'aucun auditeur de surface ne la détecterait, mais accumulée, une fortune. Hier soir, tu as accéléré la fréquence. Pourquoi? Parce que tu voulais que le fonds se réveille aujourd'hui dans une crise si profonde que le conseil d'administration serait obligé d'accepter l'offre du groupe asiatique avec lequel tu es en réunion depuis des mois. L'offre que j'ai refusée 3 fois, celle que tu as continué à négocier dans mon dos. Vincent se porta une main au cou, desserra sa cravate. Son visage blanc un instant auparavant commençait à transpirer. C'est ridicule. Je n'ai jamais... Catherine tourna l'écran de son ordinateur vers lui. Sur l'écran, une chaîne de courriers électroniques extraits du serveur du fonds, cette même nuit avec les identifiants d'entreprise d'Antoine, montrait clairement la correspondance entre Vincent et un représentant du fonds asiatique. Date, chiffres, brouillon d'accord, avec des clauses qui ne s'activeraient que si le fonds Alcyon était en état d'insolvabilité technique avant la fin du mois. Vincent ferma les yeux. Catherine parla alors avec le calme professionnel que seuls ont les avocats pénalistes très expérimentés. « Monsieur Delacroix, j'ai ici un acte notarié préliminaire signé cette même nuit par un notaire qui arrivera dans quelques minutes pour le protocoler sous sa forme finale. J'ai le dossier technique constitué par Madame Bertrand. J'ai les courriers électroniques que je viens de vous montrer et j'ai l'autorisation expresse de Monsieur Moreau d'engager des poursuites pénales pour fraude, association de malfaiteurs et manipulation de systèmes informatiques au moment où il me l'indiquera. Avant qu'il ne me l'indique, cependant je vais vous permettre de dire quelque chose, une seule chose, et je vous suggère que ce soit vrai, car tout mensonge que vous direz maintenant s'ajoutera au dossier. » Le bureau resta silencieux. Vincent inspira profondément. Un instant, Élise crut qu'il allait tout nier, inventer une justification, jouer le rôle de l'associé innocent surpris par une conspiration. Mais Vincent Delacroix-Salignac n'était pas un homme stupide. Il avait construit toute une carrière sur le fait de savoir quand une position était déjà perdue et quand la maintenir coûtait plus cher que de la fermer. Il baissa la tête. Quand il reparla, sa voix était brisée. « Antoine, je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Vincent commença il y a quelques années. De petites choses. J'avais fait un mauvais investissement personnel en dehors du fonds. J'avais besoin de boucher un trou. J'ai pensé que je pourrais le combler en quelques mois. Mais le trou a grandi, et puis les Asiatiques sont arrivés. Ils m'ont offert une sortie, une grande sortie. Si je leur facilitais le contrôle du fonds, ils m'offraient un pourcentage qui couvrait tout et me laissait en dehors du système. J'ai dit oui, je suis désolé. Je te jure que je suis désolé. Tu es désolé maintenant, Vincent? Ou tu es désolé parce que nous t'avons pris la main dans le sac? Vincent ne répondit pas. Antoine le regarda longuement. Puis, avec une douceur qui le surprit lui-même, il dit « Mon père t'aimait, Vincent. Mon père te traitait comme un fils.
Avant de mourir, il m'a fait promettre de prendre soin de toi. Et toi, Vincent, pendant des mois, pendant que tu déjeunais avec moi, pendant que tu me demandais de mes nouvelles, pendant que tu venais déjeuner chez moi le dimanche, tu drainais ce que mon père m'a aidé à commencer. » Vincent commença à pleurer en silence, la tête basse, les mains sur le visage. Élise détourna le regard. Elle ne voulait pas voir. Cet homme avait commis une énorme trahison. Oui, mais voir un être humain se défaire devant soi, même si c'est un être humain qui le mérite, n'était pas quelque chose qu'elle avait besoin de graver dans sa mémoire. Catherine laissa passer une minute complète de silence. Puis elle parla à nouveau. « Monsieur Delacroix, vous avez deux options. La première, vous vous retirez maintenant du bureau, vous appelez votre avocat et vous affrontez tout par la voie contentieuse longue. La seconde, vous signez aujourd'hui même une déclaration de fait assistée par votre avocat. Vous restituez volontairement ce qui est documenté comme ayant été approprié de manière irrégulière et vous collaborez avec l'enquête pour identifier les tiers impliqués, en particulier le groupe asiatique et le programmeur externe qui a écrit le code additionnel. La seconde option ne vous épargne pas de responsabilité pénale, mais elle vous épargne de nombreuses années d'un processus que vous perdrez de toute façon, et elle permet à M. Moreau de récupérer le fonds sans détruire publiquement la réputation que vous avez tous deux construite pendant 2 décennies. Vincent resta silencieux très longtemps. Quand il leva enfin la tête, ses yeux étaient rouges et son expression vaincue. « Je vais collaborer. » Bien, Catherine sortit de sa mallette une feuille prêt, imprimée. Elle la lui tendit. « Appelez votre avocat. Je vous donne une demi-heure pour qu'il arrive à l'immeuble. En attendant, vous restez dans cette salle annexe, sans accès au système, sans téléphone. » Vincent hocha la tête en silence. Il se leva, marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'arrêta. Il se tourna à peine vers Antoine. Il voulut dire quelque chose. Ça ne sortit pas. Il bougea juste les lèvres et sortit. Catherine le suivit pour l'installer dans la salle annexe et superviser l'appel. Élise et Antoine restèrent seuls dans le bureau. Antoine se laissa tomber dans le fauteuil, se porta les mains au visage. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Quand il baissa enfin les mains, ses yeux étaient rougis, mais son regard serein. « Élise, merci. Ne me remerciez pas, Antoine. Je viens de sauver le fonds. Je viens de sauver la vie que je croyais avoir perdue, et il vous reste encore à me payer. Je vous répète que non. » Élise sourit à peine. « Ce qui s'est passé cette nuit, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait parce que mon père m'a appris à parler. Quand les nombres crient, et les nombres, cette nuit, ont crié très fort. » Antoine la regarda. Il allait dire quelque chose de plus. Mais à cet instant, le portable d'Élise, qu'elle avait laissé sur le bureau pendant la nuit par respect pour le travail, vibra avec insistance. Élise le prit. C'était Claire. Elle répondit. « Ma fille. Maman, où es-tu? Je suis rentrée il y a 1 heure et tu n'es pas là. Ton uniforme non plus. Il s'est passé quelque chose ?» Élise se porta la main libre au front. Dans tout le tourbillon de la nuit, elle n'avait pas prévenu sa fille. Claire, qui étudiait la médecine et qui avait la matinée libre ce jour-là, était rentrée à la maison s'attendant à la trouver endormie après son service de nuit. « Ma fille, je vais bien. Je suis encore dans l'immeuble. Il s'est passé des choses. Je t'expliquerai quand j'arriverai. »« Maman, quelle chose? Tu vas bien? Tu as été virée ?» Élise entendit la voix de sa fille et sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle retenait depuis des heures. « Claire, je n'ai pas été virée, ma fille. Quelque chose de différent. J'ai bien. Je rentre à la maison dès que je peux. Je te promets que je te raconterai tout après. »« Maman, tu pleures. Je vais bien, ma fille, vraiment. Maman, je viens te chercher. Dis-moi l'étage. »« Claire, non, ce n'est pas la peine. Maman, je viens te chercher. » Claire coupa l'appel avant qu'Élise ne puisse répondre. Élise resta le portable à la main, le regardant sans vraiment savoir quoi faire. Antoine avait entendu une partie de la conversation. Il lui sourit avec une tendresse qu'elle n'avait pas reçue d'un homme mûr depuis très longtemps. « Votre fille vient. »« Oui. »« Bien. Je veux la rencontrer. Je veux qu'elle voie de ses propres yeux ce que sa mère vient de faire cette nuit. » Élise baissa les yeux. Une larme tomba sur sa main qui tenait le portable. « Antoine, ma fille ne sait rien de l'ampleur de ce que j'ai laissé derrière moi quand je me suis occupé d'elle. Je n'ai jamais voulu qu'elle le sache. » Élise. Antoine se leva du fauteuil, marcha jusqu'à elle, lui parla avec une fermeté douce. « Votre fille est déjà une femme adulte. Elle étudie la médecine. Elle a le droit de savoir qui était sa mère avant d'être seulement sa mère. Et croyez-moi, quand une fille découvre adulte l'ampleur de ce que sa mère a choisi pour elle, ce qui grandit en elle n'est pas de la culpabilité, c'est de la fierté, c'est de l'admiration, c'est de l'amour multiplié. Je le sais parce que trop tard, je l'ai compris avec mon propre père. » Élise ne put répondre. Elle hocha juste la tête en silence, tandis que les larmes lui coulaient librement et du couloir. Encore à plusieurs étages de distance, mais montant dans l'ascenseur, Claire Bertrand Leclerc s'approchait du 32 étage, sans savoir que ce matin-là, elle allait rencontrer pour la première fois de sa vie
la femme entière que sa mère avait gardée en silence pendant si longtemps. L'ascenseur de la tour Montaigne Corporate monta en silence jusqu'au 32 étages. À l'intérieur, Claire Bertrand Leclerc, jeune adulte, étudiante en médecine, survivante d'une longue convalescence infantile, qui semblait déjà appartenir à une autre vie, se regarda brièvement dans le miroir latéral. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, un sac à dos rempli de livres sur l'épaule, et les yeux encore gonflés par les quelques heures de sommeil de la nuit précédente. Elle avait eu le cœur brisé d'entendre la voix de sa mère brisée au téléphone. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Claire sortit dans le couloir moquetté de l'étage exécutif, et un instant, elle s'arrêta. C'était un étage qu'elle n'avait jamais foulé. Toute sa vie, elle avait entendu sa mère parler de « l'immeuble où je travaille ». Mais Élise ne l'y avait jamais emmenée. Elle disait toujours que c'était un immeuble ennuyeux, qu'il n'y avait rien d'intéressant à voir. Claire comprenait maintenant, en marchant lentement dans le couloir, que cette réponse avait toujours été une façon affectueuse de la protéger. Monsieur Prosper Duval, l'ancien portier, l'avait guidée depuis le hall. Il l'avait regardée dans les yeux quand elle s'était identifiée. Il lui avait dit avec cette solennité des personnes âgées qui ont vu trop de choses « Montez, mademoiselle, votre mère vous attend. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous êtes très chanceuse. Je connais votre mère depuis le premier jour où elle a traversé ce hall et jamais, en toutes ces années, je n'ai vu une femme porter autant de dignité sur ses épaules qu'elle. » Claire avait remercié en silence. Les mots du portier résonnaient en elle. Elle marcha dans le couloir, passa devant plusieurs portes fermées jusqu'à ce qu'au fond du couloir, une porte entr'ouverte laisse échapper la lumière tamisée du matin, mêlée à l'éclat encore allumé de quelques écrans. Claire s'approcha, passa la tête avec précaution, et elle vit sa mère, Élise Bertrand Dubois, assise devant un bureau en verre, le dos droit et les épaules calmes, parlant à voix basse avec un homme mûr en costume impeccable, qui l'écoutait avec une attention que Claire n'avait jamais vu personne porter à sa mère. Sur le bureau, il y avait des carnets, des papiers ordonnés, une tasse de café et un écran avec des lignes de code que Claire ne comprenait pas, mais qu'elle reconnaissait comme appartenant à un monde professionnel très spécifique. Sa mère, à ce bureau, ne ressemblait pas à la femme en uniforme qu'elle avait vue pendant des années, elle ressemblait à une autre femme, une femme qui avait toujours été là sous l'uniforme et qui, ce matin-là, était sortie respirer. Claire porta la main à sa bouche pour ne pas faire de bruit. Élise entendit quelque chose, leva les yeux, et quand elle vit sa fille debout sur le seuil, ses yeux se remplirent de larmes en une fraction de seconde. Elle se leva de sa chaise, marcha vers elle, la serra dans ses bras avec la force d'une femme, qui pendant des années avait serré dans ses bras une enfant malade, rêvant de pouvoir un jour serrer dans ses bras la femme que cet enfant allait devenir. « Maman » murmura Claire contre l'épaule d'Élise. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ce monsieur? Pourquoi as-tu ce visage? »« Ma fille, beaucoup de choses se sont passées. Viens, je te présente. » Élise la conduisit par la main jusqu'au bureau. Antoine Moreau-Beaumont se leva avec un respect qu'il n'avait montré à personne depuis longtemps. Il tendit la main à la jeune femme avec un petit sourire, mais sincère. « Claire, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre mère m'a parlé de vous cette nuit. La vérité est que votre mère, avant de me parler de vous, a sauvé mon entreprise. Mais ensuite, quand elle m'a parlé de vous, elle a aussi sauvé autre chose en moi. » Claire serra la main du millionnaire avec un geste courtois, mais confuse. « Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Ma mère travaille ici dans le service de nettoyage. Pourquoi est-elle ainsi ?» Antoine regarda Élise, soutint son regard un instant. C'était une question silencieuse. C'est moi qui lui raconte ou c'est vous qui lui racontez? Élise inspira profondément, prit les mains de sa fille entre les siennes, lui fit signe de s'asseoir sur l'une des chaises du bureau. Elle s'assit en face de Claire. Antoine, avec la délicatesse des hommes qui comprennent quand ils sont de trop, recula d'un pas, alla à la fenêtre et laissa les deux femmes dans leur espace. « Ma fille, il y a des choses de ma vie que tu ne m'as jamais posées et que je ne t'ai jamais racontées. Non pas par mensonge, par précaution. Tu étais petite quand tout a changé, et ensuite quand tu as grandi, je n'ai pas voulu que tu portes des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Mais aujourd'hui, ma fille, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, une personne m'a dit que tu as l'âge de savoir qui était ta maman avant d'être seulement ta maman. Et je crois que cette personne a raison. » Claire resta très immobile, les yeux énormes, sans ciller. Élise commença à raconter. Elle raconta le père de Claire, Damien Girard Leclerc, ingénieur civil au rire facile et au grand projet, qui était décédé dans un accident alors que Claire ne prononçait pas encore des phrases complètes. Elle raconta le propre père d'Élise, M. Ézéchiel Bertrand Fournier, professeur universitaire de mathématiques appliquées,
qui était décédé peu avant Damien, laissant à sa fille comme unique héritage la rigueur de savoir lire les nombres comme on lit une langue. Elle raconta la carrière qu'elle avait construite jeune, les études dans une grande école européenne, le master en modélisation des risques, les années dans une table quantitative de prestige international. Elle raconta le diagnostic qui arriva quand Claire était encore petite et comment à ce moment-là, Élise décida, sans hésiter une seule seconde, que la carrière pouvait attendre, mais pas sa fille. Elle raconta les années d'hôpital, les traitements, la vente de tout ce qu'il possédait et comment, quand enfin Claire se leva et entra à l'université, le monde professionnel n'avait pas été capable de se rouvrir pour Élise. Claire écouta chaque mot sans interrompre. Vers la moitié du récit, les yeux de la jeune femme commencèrent à se remplir. Vers la fin, les larmes coulaient librement sur ses joues. Quand Élise eut fini, Claire ne parla pas pendant une longue minute. Puis elle se leva de sa chaise, marcha jusqu'à sa mère, s'agenouilla devant elle sur la moquette du bureau et lui serra les genoux avec la force d'une petite fille, même si elle était déjà une femme adulte. « Maman, maman, je ne savais pas la moitié de ça. Tu n'avais pas besoin de le savoir, ma fille. Pas comme ça, pas quand tu étais petite. J'ai toujours pensé que tu avais étudié un peu et que tu avais ensuite arrêté pour moi, mais pas ça, pas une grande carrière, pas ça. » Élise lui caressa doucement la tête. « Ma fille, ce que tu as fait de ta vie, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu accomplis maintenant avec la médecine, vaut plus que n'importe quelle carrière que j'ai pu laisser. J'ai choisi. Je ne regrette rien. Et si je devais choisir à nouveau, ma fille, je te choisirais toi encore 1000 fois. » Claire enfouit son visage dans les genoux de sa mère. Elle pleura sans retenue. Antoine, près de la fenêtre, pleurait aussi en silence, sans bouger les épaules, sans faire de bruit. Il laissait juste les larmes couler sur son visage pendant qu'il regardait le reflet de la ville qui commençait à s'éveiller en bas. Quand Claire se redressa finalement, elle s'essuya le visage avec les mains, regarda Antoine, puis sa mère, puis Antoine à nouveau. « Monsieur, excusez-moi, je ne comprends toujours pas ce que vous avez à voir avec tout cela. » Antoine s'approcha, s'assit sur la chaise que Claire avait laissée vide. Il parla avec une sérénité nouvelle. « Claire, cette nuit, dans ce bureau, je me suis effondré en croyant que j'avais perdu tout ce que j'avais construit en 20 ans. Votre mère est entrée pour nettoyer, a vu l'écran et en 3 secondes, avec l'œil entraîné de la professionnelle qu'elle est, elle m'a dit que ce que je croyais être une défaillance du marché était en réalité une manipulation interne par quelqu'un de mon entreprise. Elle avait raison, nous avons passé la nuit à reconstituer la preuve avec une avocate pénaliste. Ce matin, j'ai affronté l'associé qui m'a trahi, il a tout avoué. Si votre mère n'était pas entrée dans ce bureau cette nuit-là, je me serais réveillé aujourd'hui ruiné, mais aussi, et c'est plus important, Claire, je me serais réveillé sans comprendre que l'argent n'est pas la seule chose que l'on perd quand on ne fait pas attention. Votre mère, cette nuit-là, m'a rendu le fond, mais elle m'a aussi rendu la raison et quelque chose d'autre en moi que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Claire regarda sa mère avec un mélange de fierté, d'étonnement et de dévotion qu'aucun œil maternel au monde ne se lasse de recevoir. « Maman, tu as fait ça ? J'ai fait ce que mon père m'a appris à faire, ma fille. Parler quand les nombres crient. » Claire rit entre ses larmes. Cette phrase, grand-père la disait toujours, n'est-ce pas ? Cette phrase, grand-père la disait toujours. À ce moment-là, Catherine Dubois-Ronsard entra dans le bureau. Elle tenait le dossier de l'accord sous le bras et une expression professionnelle qui s'adoucit en voyant la scène familiale. Elle salua Claire d'un geste respectueux. Elle adressa à Élise un bref sourire et s'approcha d'Antoine pour l'informer que l'avocat de Vincent était arrivé à l'immeuble et que les procédures formelles pouvaient commencer dans la salle annexe. Antoine hocha la tête, se leva, mais avant de quitter le bureau, il se tourna vers Élise et Claire. « Élise, Catherine et moi devons nous occuper de Vincent pendant les prochaines heures. Je vous demande une faveur. Profitez de ce temps pour emmener votre fille déjeuner. Ici, dans le hall de l'immeuble, il y a un café. Demandez à Monsieur Prosper de prévenir le barman que c'est une invitation de la maison. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Et quand vous serez prête, demandez au portier de vous faire remonter. Nous devons parler de votre avenir, madame. De votre avenir réel. Non pas de celui que la vie vous avait laissé disponible. De celui que vous méritez vraiment. » Élise ne put répondre. Elle hocha juste la tête, les yeux pleins de larmes. Claire prit la main de sa mère, la serra. Les deux femmes sortirent ensemble du bureau. Quand elles traversèrent le couloir en direction de l'ascenseur, Claire appuya sa tête contre l'épaule de sa mère pendant quelques secondes dans un petit geste qui en disait long. Dans le café du hall, assises devant une petite table près de la fenêtre, mère et fille commandèrent 2 cafés au lait et 2 croissants. Monsieur Prosper, fidèle à la demande d'Antoine, avait donné l'indication au caissier avant même leur arrivée. Élise tenta de payer. Le jeune homme derrière le comptoir lui sourit et lui dit que c'était une invitation de Monsieur Moreau. Élise et Claire restèrent silencieuses un long moment. Ce n'était pas un silence gênant.
C'était le silence de deux femmes qui s'étaient toute leur vie mutuellement protégées et qui, ce matin-là, pouvaient enfin respirer en même temps. « Maman, dis-moi, ma fille, es-tu heureuse ?» Élise réfléchit un instant. Puis elle prit la main de sa fille sur la table. « Ma fille, j'ai été heureuse de nombreuses fois quand j'ai épousé ton père. Quand tu es née, quand ton père t'a mise dans mes bras et que j'ai vu son visage, quand tu t'es remise de la maladie, quand tu es entrée à l'université, quand tu m'as dit que tu allais être médecin. J'ai été heureuse de nombreuses fois et aussi heureuse qu'aujourd'hui, ma fille, il y a très longtemps que je ne l'étais pas. Cette nuit, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas bien t'expliquer avec des mots, mais quelque chose qui était éteint en moi depuis des années. Ma fille. Cette nuit, il s'est rallumé. » Claire serra fort la main de sa mère. « Maman, promets-moi une chose, ce que tu veux. Promets-moi que tu ne te cacheras plus jamais. » Élise ne put répondre, elle hocha juste la tête, tandis que les larmes lui coulaient sur la table. Pendant ce temps, plusieurs étages plus haut, dans la salle annexe du bureau, Vincent Delacroix-Salignac signait la première page du document de collaboration assisté par son avocat. Catherine supervisait chaque signature. Antoine observait en silence. Mais Antoine cette fois ne pensait pas à Vincent, il pensait à une femme qui était entrée la nuit précédente dans son bureau avec un chariot de nettoyage et qui lui avait rendu, sans rien demander en échange, non seulement son entreprise, mais la honte nécessaire pour redevenir un homme digne. Et il pensait aussi qu'il avait un poste à créer ce matin même. Un poste qui porterait le nom de la femme qui le méritait. Un poste qui, si tout se passait bien, permettrait à Élise Bertrand-Dubois de ne plus jamais pousser un chariot dans aucun immeuble du monde. Mais avant, il y avait un appel qu'il devait passer, un appel à une vieille connaissance du monde financier, un jeune journaliste sérieux, spécialisé dans les marchés, qui saurait traiter l'histoire avec le respect qu'elle méritait. Mathieu Anselme Coudert. Antoine sortit son portable de sa poche et commença à composer. Le soleil de midi tombait sur la tour Montaigne Corporate, avec une lumière claire qui n'avait rien à voir avec la lumière gris-bleuâtre de la nuit précédente. Dans le café du hall, Élise Bertrand-Dubois et Claire terminaient leur deuxième café au lait lorsque le portable d'Élise vibra sur la table. C'était un message d'Antoine Moreau-Beaumont. « Élise, quand vous serez prête, montez au bureau. Tout est sous contrôle avec Vincent. L'avocate s'occupe des prochaines étapes. Je veux que vous rencontriez quelqu'un et je veux discuter avec vous du poste que j'ai mentionné cette nuit. Claire, si tu veux accompagner ta mère, tu es la bienvenue aussi. » Élise montra le message à Claire. La jeune femme sourit. « Maman, je viens avec toi. Je ne raterai ça pour rien au monde. » Elles payèrent ce que le jeune homme du comptoir ne voulut pas encaisser. Antoine avait donné des ordres clairs à ce sujet, et elles se dirigèrent vers l'ascenseur. Monsieur Prosper Duval, depuis le comptoir du hall, les salua d'un hochement de tête presque solennel. Quand Élise passa devant lui, il lui murmura quelque chose à voix basse que seule elle entendit. « Madame, ce matin, quand votre fille est montée pour la première fois dans cet immeuble, j'ai pensé à quelque chose que ma mère me disait quand j'étais enfant. Elle disait que la dignité des personnes se mesure à la façon dont leurs enfants les regardent quand ils les revoient. Votre fille vous regarde avec fierté. Cela vaut plus que n'importe quel titre. » Élise ne put répondre, elle serra juste la main de l'ancien portier et continua à marcher. Quand mère et fille entrèrent dans le bureau exécutif du 32 étages, elles trouvèrent une scène différente de celle du matin. Les écrans étaient éteints, les rideaux ouverts. La lumière naturelle de midi éclairait tout l'espace. Antoine était assis sur l'une des chaises du salon latéral. Non, derrière le bureau et à côté de lui, debout, il y avait deux personnes qu'Élise ne connaissait pas. « Élise, Claire, entrez. Je veux vous présenter deux personnes. Elle, c'est Catherine. Vous la connaissez déjà. » Catherine sourit du canapé. « Et ce jeune homme est Théo Lénoir-Girard, l'analyste quantitatif principal du fonds. Je l'ai engagé il y a quelques mois. Je lui ai demandé de venir au bureau maintenant parce que je veux qu'il soit présent à ce que je vais dire. » Théo était un jeune adulte aux bonnes manières, au regard intelligent des jeunes diplômés de bonnes universités, mais avec l'humilité saine de ceux qui comprennent que le monde professionnel ne s'arrête pas avec le diplôme. Il tendit la main à Élise avec un respect qui n'était plus celui d'un poste envers un service, c'était le respect d'un professionnel envers un autre. « Madame Bertrand, Antoine m'a raconté ce matin ce qui s'est passé hier soir. Je dois vous avouer quelque chose, madame. Je suis l'analyste à qui le système a envoyé les premières alertes. J'étais à un dîner de famille et j'ai regardé mon portable du coin de l'œil. J'ai vu l'alerte. J'ai pensé que c'était un faux positif et j'ai mis les notifications en silencieux. Je suis retourné au dîner. Quand on m'a appelé au petit matin parce qu'Antoine avait essayé de me joindre, il était déjà tard. Si vous n'étiez pas entrée dans ce bureau hier soir, madame, mon erreur aurait tout coûté. Je vous présente mes excuses et je vous demande autre chose, si vous me le permettez. Je vous demande l'opportunité d'apprendre de vous. » Élise le regarda avec une douce surprise. Elle ne s'attendait pas à cette humilité de la part d'un jeune homme de son profil. « Théo,
Nous commettons tous des erreurs. J'en ai commis beaucoup dans ma carrière quand j'étais jeune. L'important n'est pas l'erreur, c'est ce que l'on fait après. C'est exactement ce que m'a dit Antoine ce matin, madame, et c'est pourquoi je suis ici. Antoine fit signe à Théo de s'asseoir. Puis il regarda Élise et lui désigna d'un geste la chaise en face de lui. Claire s'assit à côté de sa mère. Catherine, depuis le canapé, observait tout. « Élise », commença Antoine d'une voix sereine qui n'avait plus rien de l'effondrement de la nuit précédente. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières heures à la manière de vous proposer ce que je vais vous proposer, et je suis arrivé à une conclusion que je vais vous partager directement, sans fioriture. J'écoute, Antoine. Ce que vous avez fait hier soir n'était pas une faveur. Ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas une coïncidence. Ce que vous avez fait hier soir a été d'exécuter en 3 secondes une compétence technique que la plupart des analystes les mieux payés de ce pays n'ont pas. Et vous l'avez fait parce que vous l'avez cultivée pendant des années en silence, alors que la vie ne vous permettait pas de la montrer. Je ne vais pas vous offrir un poste, Élise. Je vais vous offrir un poste créé sur mesure pour vous. » Antoine tendit la main vers Catherine. L'avocate lui remit un dossier. Antoine l'ouvrit et tourna le contenu vers Élise. Directrice de la détection des anomalies et des risques systémiques du fonds Alcyon Capital Partners, nouveau poste, rapporte directement à moi. Sous votre supervision se trouve toute l'équipe quantitative, y compris Théo. Votre mission est de construire à partir de zéro un protocole d'audit algorithmique continu qui garantisse que ce qui s'est passé cette année ne se reproduira plus jamais dans ce fonds. Et dans une deuxième étape, qu'il devienne une norme que nous pourrons offrir à d'autres fonds de l'industrie. Votre salaire de base sera compétitif avec n'importe quel poste équivalent du marché international. Le dossier contient les chiffres. Je ne les lirai pas à voix haute, car ce n'est pas la partie importante de cette conversation. Élise regarda le dossier, regarda Antoine, regarda Claire, revint au dossier. Au fond de ses yeux, sans qu'elle puisse l'éviter, elle vit le visage de son père, M. Ézéchiel Bertrand Fournier, professeur universitaire de mathématiques appliquées, assis à la table de la cuisine de sa maison d'enfance, l'aidant à résoudre un problème de calcul quand elle était encore une enfant, lui disant avec cette solennité que l'on n'oublie pas « Ma fille, tu feras de grandes choses avec cette tête. Il faut juste être patiente avec le moment où le monde sera prêt à le voir. » Élise ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, les larmes coulaient sans qu'elle essaye de les retenir. « Antoine, il y a tellement d'années que je n'ai pas entendu mon nom associé à un tel poste, que je ne sais presque pas quoi vous dire. Dites-moi seulement oui, Élise. Le reste, nous le construirons ensemble. » Élise regarda Claire. Sa fille soutint son regard, les yeux également humides. Elle hocha à peine la tête. Une petite autorisation, mais suffisante. « J'accepte, Antoine. » Catherine sourit. Théo inclina la tête avec respect. Antoine se leva, marcha jusqu'au bureau, sortit une enveloppe qu'il avait déjà préparée, revint à la chaise, la tendit à Élise. À l'intérieur se trouve le contrat. Mais il y a aussi autre chose que je veux que vous lisiez. Lisez-le quand vous serez seul. C'est quelque chose que j'ai écrit ce matin en vous attendant. Élise reçut l'enveloppe avec des mains qui ne tremblaient plus. À cet instant, l'assistante d'Antoine annonça en interne l'arrivée du journaliste. Antoine lui demanda de le faire entrer. Mathieu Anselme Couder entra dans le bureau d'un pas modeste, avec un vieux carnet sous le bras et un petit enregistreur dans l'autre main. C'était un jeune journaliste spécialisé en finance et marché, connu dans le milieu pour publier des articles techniquement rigoureux et humainement respectueux dans un média numérique de prestige. Il salua Antoine d'une poignée de main. Puis il salua Catherine, et quand il arriva à Élise, il fit quelque chose qui la surprit. Il lui tendit la main avec la même révérence qu'il avait montrée au millionnaire. « Madame Bertrand, Antoine m'a appelé ce matin, il m'a demandé de venir. Avant toute autre chose, je veux vous dire que je comprends que cette histoire est la vôtre, pas la sienne. Si à un moment donné pendant cette conversation vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, dites-le moi. Et cette chose ne sera pas publiée. Je ne suis pas venu ici pour faire un scandale. Je suis venu raconter une histoire technique avec respect humain. » Élise hocha la tête. Les mots du journaliste la soulagèrent de la tension qu'elle avait accumulée en pensant à la couverture médiatique. Pendant les 2 heures suivantes, les 5, Antoine, Élise, Catherine, Théo et Mathieu, reconstruisirent ensemble l'histoire pour le journaliste. Élise raconta calmement son parcours académique et professionnel antérieur. Antoine confirma l'incident du matin et l'ampleur de la fraude qui avait été arrêtée à temps. Catherine expliqua les procédures légales en cours contre Vincent Delacroix-Salignac et contre le groupe d'investisseurs étrangers qui avait tenté de capitaliser sur la crise fabriquée. Théo reconnut publiquement devant l'enregistreur son erreur initiale en mettant en silencieux l'alerte du système et le respect professionnel qu'il ressentait pour la femme qui avait fait ce que lui n'avait pas été capable de faire. Mathieu écrivit, prit des notes, posa des questions précises, techniques, humaines,
À un moment donné, il leva les yeux de son carnet et dit « Je vais publier cela en une série de 3 articles. Le premier sera demain. Il se concentrera sur le parcours de Madame Bertrand et sur ce qu'elle a détecté. Le second sortira quelques jours plus tard et expliquera techniquement le mécanisme de la fraude. Le troisième, une semaine plus tard, sera une analyse du cas comme référence de gouvernance pour toute l'industrie. Antoine, êtes-vous d'accord pour que le premier article ne se concentre pas sur vous mais sur elle? Je suis plus que d'accord, Mathieu. C'est la seule manière correcte. Élise regarda Antoine en silence et comprit à cet instant que cet homme qui la nuit précédente avait pleuré devant ses écrans croyant qu'il avait tout perdu, avait retrouvé au petit matin quelque chose de beaucoup plus important que l'argent. Il avait retrouvé la capacité de ne plus être le centre de sa propre histoire. Quand Mathieu se retira du bureau, Claire s'approcha de sa mère, lui murmura à l'oreille « Maman, je dois te laisser. J'ai une garde cet après-midi à l'hôpital. Tu vas bien? Je vais bien, ma fille. Plus que bien. Cette nuit, nous discuterons longtemps. Je veux que tu me racontes tout encore calmement. Cette nuit, oui, ma fille. » Mère et fille s'embrassèrent en silence. Claire sortit du bureau. Antoine l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Quand il revint, il trouva Élise seule dans le salon du bureau, l'enveloppe toujours fermée dans les mains. « Élise, je vais aussi me retirer un moment. Restez ici. Lisez la lettre quand vous voulez. Utilisez le bureau. Il est à vous à partir d'aujourd'hui aussi. » Antoine, attendez. Dites-moi. Je ne vous ai pas demandé ce matin, mais maintenant je vous le demande. Comment s'appelait votre père? Antoine resta immobile au milieu du bureau. La question le prit au dépourvu. Puis il sourit d'un petit sourire, mélancolique, réel. Mon père s'appelait Monsieur René Moreau-Bernard. Élise, professeur de philosophie morale dans une université publique. Il gagnait peu, donnait beaucoup. J'ai construit ce fonds en partie pour prouver au monde que les idées d'hommes comme lui n'étaient pas naïves. Et j'ai fini par m'éloigner pendant des années des idées d'hommes comme lui pour soutenir un fonds. Le paradoxe de ma vie. Élise hocha lentement la tête. Votre père serait fier de vous aujourd'hui, Antoine. Je l'espère, Élise. Je l'espère. Antoine sortit du bureau. Élise resta seule. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait le contrat ordonné, professionnel, et à côté du contrat, une feuille manuscrite de la calligraphie d'Antoine. Élise la déplia et lut. Élise, cette note ne fait pas partie du contrat. Elle fait partie de la dette. Mon père René m'a dit quand j'étais jeune une phrase que j'ai oubliée pendant trop d'années. Le succès ne se mesure pas au moment où l'argent arrive. Il se mesure à la personne qui reste debout quand l'argent s'en va. Hier soir, j'ai perdu l'argent pendant quelques heures et j'ai découvert, en vous regardant à côté des écrans, que la personne qui restait debout dans mon bureau n'était pas moi, c'était vous, une femme que l'argent a abandonnée il y a des années et qui n'a jamais cessé d'être debout. Cette lettre est pour vous dire que sans le savoir, vous m'avez rendu mon père cette nuit. Et pour cela, en plus du poste, je vous serai reconnaissant le reste de ma vie. Antoine. Élise plia lentement la lettre, la serra contre sa poitrine, et pour la première fois dans cette séquence interminable d'heures, elle se permit de pleurer vraiment, sans retenir son visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle pleura pour son père Ézéchiel, elle pleura pour son mari Damien, elle pleura pour la jeune femme qu'elle avait été quand le monde ne l'avait pas encore forcée à se cacher, et elle pleura aussi pour la femme qu'elle redevenait en dehors de la tour Montaigne Corporate. Pendant ce temps, Mathieu Anselme Couder marchait déjà sur le trottoir, son carnet rempli, composant sur son portable le numéro de son rédacteur en chef pour lui demander de la place en première page du média numérique le lendemain. Et le lendemain, avant midi, le premier article de cette série allait être publié avec un titre qui allait parcourir pendant des semaines tout le milieu financier francophone. Mais c'était déjà une histoire qui appartenait au monde entier. Le lendemain matin, avant midi, le premier article du journaliste Mathieu Anselme Couder apparut en première page du média numérique où il travaillait. Le titre était simple, percutant, sans sensationnalisme. L'analyste qui nettoyait les bureaux, la femme qui a détecté en 3 secondes ce qu'un fonds entier n'a pas vu en des mois. L'article ne fut pas un scandale. Il fut un hommage technique et humain. Mathieu avait tenu sa promesse. Le centre de l'article n'était pas Antoine Moreau-Beaumont, c'était Élise Bertrand-Dubois, son parcours académique européen, sa thèse sur la détection des anomalies, sa décision d'abandonner sa carrière pour prendre soin d'une fille malade. Les années de silence et le matin où l'œil entraîné d'une femme mature a sauvé un fonds d'investissement que de nombreux analystes au poste brillant n'avaient pas su protéger. L'article fut partagé en chaîne. Des professeurs universitaires l'envoyèrent à leurs étudiantes. Des mères qui avaient abandonné leur carrière pleurèrent en le lisant sur leur portable, en servant le petit déjeuner. De jeunes analystes le conservèrent comme référence éthique, et dans les bureaux des fonds d'investissement de tout le continent,
Les associés plus âgés le lurent avec une nouvelle gêne, la gêne saine de celui qui comprend trop tard que la personne qui nettoie son bureau pourrait avoir un master meilleur que le sien. Les 2 livraisons suivantes furent publiées les jours suivants. La seconde expliquait avec une rigueur technique le mécanisme de la fraude algorithmique. La troisième proposait le cas Alcyon comme référence pour une nouvelle génération de protocoles d'audit continu. Le fonds Alcyon Capital Partner, loin de sombrer dans le scandale, devint un symbole de gouvernance renouvelée dans l'industrie. Une semaine plus tard, dans une salle de réunion du 32 étage de la Tour Montaigne Corporate, Élise Bertrand-Dubois présida sa première réunion de travail en tant que directrice de la détection des anomalies et des risques systémiques. Elle portait un tailleur sombre sur mesure, un nouveau carnet et la petite photographie usée de Damien Girard-Leclerc rangée dans la poche intérieure de sa veste. À sa droite, Théo Lénoir-Girard prenait des notes avec l'attention d'un élève qui avait enfin trouvé le professeur qui lui manquait. Catherine Dubois-Ronsard avait conservé la représentation légale du fonds pour la suite. Vincent Delacroix-Salignac, assisté par son avocat, respecta l'accord de collaboration signé ce matin-là. Il restitua, en versements qui ne se terminèrent pas de son vivant, ce qui était documenté comme ayant été approprié de manière irrégulière. Il accepta les conséquences civiles correspondantes. Il ne remit plus jamais les pieds dans le milieu financier. Quelques mois plus tard, on raconte qu'il déménagea dans une petite ville, loin du bruit, où il ouvrit un petit cabinet de conseil en finances personnelles pour les familles modestes. On dit qu'il ne faisait payer que le juste prix, et parfois rien du tout. Élise, quand on l'interrogeait à son sujet, disait toujours la même phrase. « Certaines personnes ont besoin de tout perdre pour se retrouver. Cela, au moins, je ne peux le souhaiter à personne. » Le groupe d'investisseurs étrangers qui avait tenté de capitaliser sur la crise fabriquée fut identifié par le procureur. Ils ne réapparurent plus dans les négociations du pays. Antoine ne se permit jamais de rancune publique à leur égard. Il disait que l'argent cherche toujours la faille, et que la responsabilité d'un fonds est de ne pas en avoir. Un après-midi, déjà à une autre saison, Antoine Moreau-Beaumont ferma la porte de son bureau et descendit seul dans l'ascenseur. Il tenait sous le bras un petit bouquet de fleurs et la photographie encadrée d'un homme âgé qu'il avait sorti de son tiroir ce matin-là. La photographie montrait M. René Moreau-Bernard, professeur de philosophie morale, souriant depuis le banc d'une cour universitaire. Antoine conduisit en silence jusqu'au cimetière où était enterré son père. Il marcha le long des allées jusqu'à trouver la tombe. Il resta là longtemps. Quand il parla, il le fit à voix basse, presque comme si son père était assis à côté. « Papa, j'ai mis du temps, mais cette fois je suis venu te raconter quelque chose que tu aurais aimé entendre. Une femme est entrée dans mon bureau il y a quelque temps avec un chariot de nettoyage, et elle m'a rendu la phrase que tu me disais et que j'avais oubliée, cette phrase sur le succès qui ne se mesure pas au moment où l'argent arrive. Je l'ai utilisée l'autre jour par écrit, papa. Je l'ai utilisée pour la remercier. Mais maintenant, je suis venu te la rendre à toi, qui en est le véritable propriétaire. Merci, papa. Merci pour les idées qui semblaient naïves et qui ont fini par me sauver. » Il posa les fleurs, toucha la pierre tombale de la paume de sa main et s'en alla. Un dimanche matin, plusieurs semaines plus tard, Élise et Claire Bertrand-Dubois prenaient leur petit déjeuner ensemble dans la cuisine du petit appartement que l'entreprise avait aidé Élise à acheter après son embauche. Ce n'était pas un manoir, ce n'était pas un palais, c'était un appartement lumineux, modeste, avec une table ronde en bois où mère et fille pouvaient s'asseoir face à face sans que le monde ne les presse. Claire lisait les nouvelles du week-end sur sa tablette. Soudain, elle sourit. « Maman, regarde ça, ils viennent de publier que la Fondation René Moreau-Bernard va offrir des bourses annuelles aux enfants d'employés de service qui souhaitent étudier la médecine ou les ingénieries quantitatives. Elle porte le nom du père d'Antoine et regarde la note du fond. La première bourse porte ton nom. » Élise posa sa tasse de café sur la table. « Comment ça ? La première bourse annuelle s'appelle la bourse Élise Bertrand-Dubois pour les filles de femmes qui ont abandonné leur carrière pour s'occuper des leurs. » Élise se porta la main à la bouche. « Antoine ne m'a rien dit de tout ça. Maman, Antoine te rend l'appareil pour le reste de sa vie et je pense qu'il continuera à le faire, même si tu lui dis d'arrêter. » Les deux femmes restèrent silencieuses. Puis Claire prit la main de sa mère par-dessus la table. « Maman, je me suis inscrite hier. »« Tu t'es inscrite à quoi, ma fille ? » ?»« À la bourse, à ton nom, pour terminer la spécialisation que je vais commencer après mon internat. Je veux la pédiatrie, je veux soigner des enfants comme j'ai été. Je veux que la petite fille que tu ne connais pas encore, maman, sache un jour que sa maman médecin a étudié avec une bourse. » Élise ne put répondre. Elle se leva juste de sa chaise, marcha jusqu'à sa fille et la serra par derrière le cou. Les deux femmes pleurèrent ensemble en silence, tandis que la lumière du matin entrait par la fenêtre de la cuisine. Monsieur Prosper Duval prit sa retraite de la Tour Montaigne Corporate,
à la fin de cette saison. Antoine lui organisa une petite cérémonie dans le hall. L'ancien portier remercia en peu de mots, mais avant de partir, il s'approcha d'Élise et lui remit quelque chose enveloppé dans du papier brun. C'était un vieux carnet. À l'intérieur, d'une écriture tremblante, M. Prosper avait noté pendant des années de petites observations sur les personnes qui traversaient son hall. Une des pages, datée de longtemps, disait simplement « Femme, Élise, porte un grand livre dans son sac à dos, lit, étudie, quelque chose de grand se cache sous cet uniforme. Un jour on le saura. » Élise serra le carnet contre sa poitrine. « Monsieur Prosper, vous me voyez toutes ces années. Madame, je vois tout le monde, mais la plupart croient que le portier ne voit rien. Et c'est pourquoi presque personne ne me rend le regard comme vous me l'avez rendu dès le premier jour. » Monsieur Prosper quitta l'immeuble en marchant lentement, mais avant de franchir la porte-tambour, il leva la main pour saluer une dernière fois. Élise lui rendit le geste. Brigitte Lefebvre-Martin, la chef d'équipe de nuit d'Aurore Service Intégré, fut promue peu après au poste de coordinatrice générale des opérations. Elle accepta le poste à condition d'intégrer à l'équipe de nettoyage de nuit d'autres professionnels plus âgés qui, comme Élise, avaient des histoires derrière l'uniforme. Elle disait qu'elle ne comptait plus regarder ses employés sans leur demander d'abord qui elles étaient vraiment. Un matin, déjà à une autre saison, Élise arriva tôt au 32 étage. Avant de commencer la journée, elle traversa le couloir vers le bureau qui avait appartenu à Vincent Delacroix-Salignac. La porte était restée fermée pendant des mois. Élise l'ouvrit avec la clé qu'on lui avait donnée. Le bureau était vide. Antoine avait décidé de ne l'attribuer à personne. Il voulait que cette pièce reste un rappel silencieux de quelque chose qu'il préférait ne pas oublier. Élise s'approcha de la fenêtre, regarda la ville s'éveiller en bas, sortit de la poche de sa veste la petite photographie usée de Damien, la tint contre la lumière, puis la rangea à nouveau. Elle sortit de l'autre poche une feuille pliée. C'était la lettre manuscrite qu'Antoine lui avait écrite ce premier matin. Elle la lisait parfois quand elle avait besoin de se souvenir. Elle la lut à nouveau, la rangea et dit à voix haute, regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Papa, Damien, me voilà, je suis de retour. » Elle sourit et sortit pour commencer la journée. Il y a ceux qui croient que le succès se mesure au moment où l'argent arrive, au poste qui apparaît sur la carte de visite, au bureau que l'on occupe dans un immeuble de grande hauteur. L'histoire d'Élise Bertrand-Dubois existe pour nous enseigner autre chose. Le succès se mesure à la personne qui reste debout quand l'argent s'en va, à la femme qui s'occupe de sa fille sans rien demander en retour pendant des années, à l'analyste qui garde ses livres quand le monde lui ferme la porte, parce qu'elle sait qu'un jour la porte s'ouvrira et qu'elle devra être prête. Et ceux qui humilient les autres en croyant que l'uniforme définit l'être humain, oublient toujours la même chose. Il y a des femmes qui nettoient des bureaux pendant des années, non pas parce qu'elles ne connaissent rien à la finance, mais parce qu'elles en savent trop, et parce que la vie leur a demandé pendant un temps de terre ce qu'elles savaient, pour soutenir ceux qu'elles aimaient. Quand ces femmes décident enfin de reparler, elles n'ont pas besoin d'élever la voix, elles n'ont besoin que de 3 secondes et un monde entier, sans savoir pourquoi, pose son café pour les écouter.